Bien, je vous propose de poursuivre cet après-midi de notre commission d'enquête sur les agences, opérateurs et autres organismes de l'État. Messieurs, madame la rapporteure, mes chers collègues, monsieur le ministre, nous recevons à présent monsieur Clément Beaune, ancien ministre, pour ses fonctions actuelles de haut-commissaire au plan et de commissaire général au commissariat général à la stratégie et à la prospective, également appelé France Stratégie. Monsieur le ministre, bonjour. Vous pourrez nous présenter d'ailleurs ces deux institutions, en particulier leur importance en termes de personnel, même si ces dernières sont déjà bien connues, évidemment. France Stratégie est une institution autonome placée auprès du Premier ministre et contribue à l'action publique par ses analyses et ses propositions sur les grands enjeux environnementaux, économiques et sociaux, notamment via des exercices de prospective et des évaluations de politique publique. C'est l'héritier du Conseil d'analyse stratégique qui avait lui-même pris la suite de l'ancien Haut Commissariat au plan après la fin de la planification dans les années 90. L'actuel Haut Commissariat au plan a été recréé par décret au 1er septembre 2020. Il est rattaché pour sa gestion administrative et financière au secrétariat général du gouvernement. Il est chargé d'animer et de coordonner les travaux de planification et de réflexion prospective conduits pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics. Il dispose à ce titre du concours de France Stratégie. Il existe donc déjà des liens importants entre ces deux organismes. Monsieur le Haut-Commissaire, notre commission d'enquête s'intéresse de manière générale aux missions des agences et opérateurs de l'État, ainsi qu'aux organismes consultatifs. S'il y a beaucoup de questions dans le débat public, de supprimer ou fusionner des agences, d'ailleurs pas que dans le débat public, on l'a su, on l'a expérimenté d'ailleurs ce week-end dernier. Donc de supprimer ou fusionner des agences et d'en réduire drastiquement le nombre, nous cherchons d'abord à mieux comprendre ce mode de mise en œuvre des politiques publiques et seulement ensuite nous ferons des propositions qui iront dans le sens ou dans un autre. Nous avons déjà reçu plusieurs responsables ou anciens responsables d'agences qui nous ont raconté comment ils avaient conduit la fusion de plusieurs organismes, ce qui pose des enjeux multiples pour le suivi opérationnel des activités, pour la construction d'une entité commune, pour la gestion de personnel au statut souvent varié. Vous avez d'ores et déjà annoncé la fusion du Haut-Commissariat au plan et de France Stratégie. Pouvez-vous aujourd'hui nous indiquer dans quel délai cette fusion sera réalisée et quelles en seront les modalités et quel sens vous y apportez? La réduction des coûts et des emplois doit-elle selon vous être un objectif en soi, sachant qu'il s'agit de montants limités par rapport à d'autres agences que nous avons déjà auditionnées? Toutefois, au-delà du cas des organismes que vous dirigez, votre fonction peut vous amener à nous faire part de votre vision sur l'action publique de manière générale à partir des travaux déjà menés par le Haut-Commissariat au plan ou par France Stratégie. Croyez-vous ainsi à la pertinence du modèle de l'agence d'État tel qu'il était mis en place dans les années 90 ? J'entends ici un modèle où l'administration centrale devait incarner l'État stratège qui définit les grandes orientations des politiques publiques et laisser à des agences autonomes la mise en œuvre de ces politiques. Si ce modèle est toujours d'actualité, comment expliquez-vous les nombreuses critiques dont les agences font aujourd'hui l'objet? Afin de quelle manière faudrait-il renforcer ce modèle, ou pas, si on considère qu'il est bon et qu'il faut le poursuivre, pour améliorer non seulement l'efficacité des politiques publiques, mais aussi la perception qu'en ont les citoyens? Avant de vous laisser la parole pour une intervention liminaire de 5 à 10 minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera évidemment réalisé et publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de me faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Parfait, écoutez, merci beaucoup. Je vous cède la parole pour ce fameux propos introductif. Et donc, à l'issue, je laisserai la parole à Madame le rapporteur pour une première série de questions. Et on passera la parole à nos commissaires pour la suite de cette audition. Monsieur le ministre, c'est à vous.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis heureux de retrouver les salles et couloirs du Sénat pour la première fois dans ma qualité de haut-commissaire au plan et de commissaire général de France Stratégie, sans doute aussi pour la dernière fois, puisque la fusion, j'y reviendrai, est en effet engagée et aura à être conduite, comme je m'y suis aussi engagé en prenant mes fonctions, dans les prochaines semaines, en respectant évidemment les processus, notamment de consultation sociale que nous engageons dans les prochains jours. Les fusions, justement, on en parle beaucoup en ce moment. Peu le font, nous le faisons. Et je reviendrai sur l'ambition de cette fusion qui est au service d'un projet, parce qu'une fusion en soi est un outil, pas un projet en soi-même. J'estime que nous avons un certain nombre d'exemples à travers cette fusion de rationalisation, d'efficacité que nous pouvons, je l'espère, démontrer. Je voulais, comme vous m'y invitez, Monsieur le Président, peut-être revenir rapidement sur cette question des agences et opérateurs en général, en remettant, vous l'avez fait vous-même, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, encore ces dernières semaines, je crois, y compris dans les expressions publiques, en remettant le sujet à sa juste place. Puisque nous parlons au total, quand on parle des opérateurs de l'État au sens juridique et budgétaire, de moins de 5% de la dépense publique. C'est donc un enjeu important, comme l'atteste votre commission, mais c'est un enjeu qui ne représente pas la majorité de la dépense publique, et notamment la dépense majoritaire qui est la dépense sociale ou la dépense locale ou le reste du budget de l'État. Je n'ai pas la réponse exhaustive à la question de savoir si les modes de gestion par agence, l'agencisation, comme on avait dit à un moment, est systématiquement pertinente ou au contraire à rejeter. Je note simplement qu'il y a manifestement l'action publique, pour y être impliqué depuis plusieurs années, des effets de balancier, voire des effets de mode. Lorsque j'étudiais l'action publique avant de la pratiquer, on l'expliquait, rapport savant à l'appui, je pense au rapport Pébro par exemple, remis au ministre Thierry Breton à l'époque, que l'agencisation, comme pratiquaient les pays du nord de l'Europe en particulier, on parlait beaucoup du modèle suédois, était une façon moderne, efficace, pertinente de définir l'action publique. Et donc, je pense que celles et ceux qui aujourd'hui critiquent un peu facilement devraient parfois relire leurs propres déclarations ou relire les déclarations de différentes sensibilités politiques. Il y a encore quelques années, on pensait, c'était plutôt la chose la plus admise, qu'aller, non pas démanteler, mais sortir de l'État un certain nombre de missions pour les exercer par ce moyen des agences ou des opérateurs était une façon plus efficace de gérer l'argent public. Donc, je suis aussi prudent sur les effets de mode inverses, et c'est très utile que votre commission éclaire ce débat. Pourquoi aussi, et je l'ai pu le voir notamment dans le secteur des transports dont je me suis occupé pendant quelques mois, pourquoi a-t-on développé ces agences? Parce qu'il n'y avait pas seulement un effet de comparaison européenne ou de mode particulier. Il faut quand même le voir aussi en contrepoint ou en miroir de l'action de l'État comme personnalité morale. D'abord, c'est une gestion qui n'est pas complètement nouvelle. Vous savez mieux que moi pour conduire ces travaux que dans ce qu'on appelle les opérateurs de l'État, au sens des documents budgétaires, plus de la moitié sont dans le secteur des universités et de la recherche, une part importante dans le secteur culturel, et cette organisation avec des personnalités morales distinctes de l'État stricto sensu est une organisation qui n'est pas nouvelle et qui apporte une forme de flexibilité, qui pour le coup ne correspond pas à l'effet de mode récent que je décrivais, mais qui est un mode de gestion qu'on n'appelait pas agence ni opérateur avant, mais enfin qui existait. Il y a eu néanmoins, sans doute ces 20 dernières années, je ne suis pas capable de faire l'historique académique, mais sans doute cette tendance, pour les raisons que j'invoquais. Et je prends un exemple que j'ai pratiqué, qui a fait l'objet de débat à l'Assemblée nationale il y a peu de temps, sur l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la fameuse AFIT par exemple. Pourquoi a-t-on créé l'AFIT? Et je pense que l'exemple est transposable dans beaucoup de cas et de secteurs. Parce que l'État lui-même avait du mal à pratiquer le temps long. Et donc certains appellent ça une débudgétisation. Factuellement, c'est le cas, parce que l'AFIT gère des moyens qui pourraient être gérés par le ministère des Transports ou par l'État directement, tout à fait. Mais on l'a fait parce que l'État avait du mal, et je l'ai vécu, nous le vivons dans le débat budgétaire, parlementaire et politique, à garantir la pérennité de crédit d'une année sur l'autre pour des missions d'investissement. Et donc parfois le développement d'un opérateur ou d'une agence ne renvoie pas tellement à un problème en lui-même, mais c'est le symptôme, voire le remède, espéré en tout cas, à un manque de temps long, de prospective, de stabilité dans la gestion de l'État. Autrement dit, l'agence est parfois le symptôme de la défaillance de l'État, plus qu'un problème en soi qui serait arrivé ex nihilo par une sorte de foisonnement spontané des opérateurs. Je pense que c'est quand même important de le redire. Et à cet égard, quand je regarde, vous me permettrez ce commentaire
un peu direct les débats dans l'autre chambre ces derniers jours et qui reprennent, je crois, aujourd'hui sur la simplification, la loi de simplification qui provient du Sénat. On a parfois l'impression d'avoir un peu le Milei du pauvre, si je puis dire, avec des opérateurs ou les agences qui nuitamment prennent un coup de hache sur la tête parce qu'on estime, la FIT ou d'autres, que finalement il faut des scalps sans se préoccuper complètement de leur utilité. C'est d'autant plus important que ces travaux, les vôtres, existent. Et donc, il faut parfois se méfier des fausses bonnes idées. Je le dis aussi pour les fusions. J'entends que c'est une piste qu'il faut suivre, pourquoi pas. Simplement, nous sommes dans un pays où nous avons l'expérience d'un certain nombre de fusions de grandes directions d'administration ou de fusions d'opérateurs, même si on ne les appelait pas comme ça auparavant. On sait que parfois, c'est plutôt une source de dépenses que d'économies. Si, par exemple, les grilles salariales ou les pratiques sociales sont tirées vers le haut, peut-être que c'est une bonne chose en matière sociale, en matière de finances publiques, c'est plus discutable. Donc, vigilance et prudence quand on regarde ce sujet de manière un peu rapide ou démagogique. Et puis, j'aurais dû le dire dès le départ, nous ne sommes pas, mais vous le savez, stricto sensu pour ni ce qui concerne le Haut Commissariat au Plan, ni le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, dit France Stratégie, un opérateur ou une agence au sens strict. Nous sommes des services, deux services aujourd'hui, bientôt un, du Premier ministre, sans autonomie, avec une autonomie de gestion budgétaire, mais sans personnalité morale. Donc, pas stricto sensu, une agence ou un opérateur. Quelques mots rapides sur le plan. Je dis le plan de manière unifiée parce que j'inscris les deux structures dans une histoire commune que je ne vous infligerai pas cet après-midi, mais qui date de 1946, puisque cette année 2025, nous célébrons les 80 ans d'un certain nombre d'institutions issues parfois du CNR ou en tout cas des premiers mois de gouvernement provisoire et de l'esprit du général de Gaulle. C'est vrai pour la sécurité sociale, c'est vrai pour le commissariat à l'énergie atomique dans des domaines très différents. C'est vrai aussi du plan, avec quelques mois de décalage, puisque c'est en janvier 1946 que le général de Gaulle a créé le plan, le commissariat général au plan, et on a confié la responsabilité à Jean Monnet. J'insiste sur ce point parce que c'est une des rares institutions qui a survécu à 2 républiques, à 53 gouvernements à ce stade, et à toutes les alternances politiques, et il y en a eu un certain nombre. Ce n'est pas une justification en soi, mais enfin, ça peut nous éclairer sur l'utilité de la mission. Et l'idée était simple. Au départ, une planification stricto sensu. Nous ne sommes plus dans cette séquence-là, avec évidemment une économie qui n'est pas nationalisée ou administrée comme elle l'était. Mais dès le départ, et j'y insiste, c'était aussi l'esprit du plan des Monnet et de Gaulle, une réflexion prospective de temps long, au service de l'État et du gouvernement, mais au service du débat public en général, et un lieu de dialogue. À l'époque, notamment les partenaires sociaux. Et c'est un esprit que nous avons encore et que je voudrais raviver dans le cadre de cette nouvelle étape ou de cette fusion. Cette ardente obligation, comme l'appelle le général de Gaulle, vous me direz qu'on peut la trouver, la prospective, la réflexion de temps long dans les ministères ou au Parlement, puisque Madame la rapporteure, vous êtes aussi présidente de la délégation à la prospective. Force est de constater néanmoins que dans l'État, c'est une fonction qui est peu exercée. Je ne qualifierai pas la qualité, mais en tout cas en quantité d'effectifs consacrés à la planification prospective, c'est peu de gens en France, même en comparaison avec d'autres outils en Allemagne ou dans d'autres pays européens. Et donc je pense que cette fonction, elle est clé, qu'il n'y a pas trop de personnes qui s'en occupent et qu'il est important d'avoir une structure généraliste et interdisciplinaire, comme l'est le plan depuis l'origine, qui s'en occupe. Et c'est l'esprit aujourd'hui à la fois de France Stratégie, qui a été créé sous cette dénomination en 2013, et du Haut Commissariat au Plan, qui a été créé sous cette dénomination de manière distincte en 2020. Et je pense que cette idée de temps long, de prospective et de dialogue est à conserver. Donc, si vous me demandez, je suis évidemment un peu biaisé, mais si l'esprit général de ces structures est important, je pense qu'il l'est. Quand je regarde à la fois les travaux parlementaires de prospective qui sont conduits et des exemples étrangers, je vois que c'est une notion qui, plutôt une idée neuve en Europe, si je peux le dire ainsi, qui se développe. Le gouvernement allemand va sans doute remettre en place des outils de prospective. Le modèle le plus proche du nôtre est sans doute le modèle espagnol, où il y a l'équivalent d'un commissariat au plan, mais tous les pays européens, pour avoir dressé une cartographie rapide, ont des organes unifiés ou dispersés de planification et de temps long. Sur le projet et d'ailleurs, je note que dans les travaux récents qui ont été conduits, tant la discussion budgétaire de 2024 pour 2025 ou de 2025 pour 2025, que dans les récents rapports parlementaires, y compris sur le commissariat au plan, personne n'a préconisé, toute sensibilité politique confondue, de supprimer les outils de prospective généraliste.
parfois eu un débat sur le Haut Commissariat au plan, mais personne n'a dit qu'il fallait supprimer les 2 organismes ou ne plus avoir du tout d'organismes de planification. Et dans les récents débats que j'évoquais à l'Assemblée nationale, même quand il y a des assassinats nocturnes de structures, on a plutôt demandé au Commissariat au plan et à France Stratégie d'étendre leurs compétences, puisque la dernière proposition qui a été débattue consistait à rattacher le secrétariat général pour l'investissement et le secrétariat général pour la planification écologique, ce n'est pas ma proposition, mais c'est ce que je retiens du débat parlementaire, à nos structures. Sur la fusion elle-même, je pense qu'elle est nécessaire parce qu'autant il est important d'avoir cet esprit de temps long et de planification, autant il serait peu efficace et peu compréhensible dans une période d'économie qu'il y ait durablement de structures. Je veux essayer d'en garder l'esprit double que j'ai indiqué, une expertise scientifique de planification et une boîte à idées, comme disait Jacques Delors, une boîte nationale à idées de prospective et de temps long pour 2035 ou 2050 pour la plupart de nos travaux. C'est une annonce qui a été faite, cette fusion, par Michel Barnier dès l'automne dernier, reprise par François Bayrou comme Premier ministre à son arrivée à Matignon. Je l'ai dit, nous avons enclenché ce processus et il sera effectif, ce processus de fusion, d'ici sans doute le début du mois de juin, en respectant, je le disais, les obligations de consultation sociale. Nous faisons d'ores et déjà, avant même la fusion, un effort d'économie important. Il sera permis, notamment par cette fusion à mi-année, d'environ 12% sur les dépenses de fonctionnement pour l'année 2025. Et nous avons une réduction d'emploi relativement importante sur le périmètre de France Stratégie qui comporte 73 agents à la date de fin avril. À la date du jour, nous aurons une réduction de 4 emplois dès cette année, avant même la fusion. Et évidemment, selon les instructions du Premier ministre, puisque nous sommes un service du Premier ministre, nous continuerons ces efforts de réduction des dépenses de fonctionnement et de réduction d'emplois en 2026. Je ne peux pas encore vous en indiquer l'ampleur, mais je suis parfaitement conscient qu'à fortiori, dans un contexte de fusion, on doit poursuivre et amplifier cet effort. Là aussi, comme j'ai essayé de relativiser la question des agences, j'essaye de mettre à sa juste place la nôtre. Nous représentons, sur le seul budget des services du Premier ministre, évidemment encore moins dans le budget de l'État, 1,08% pour France Stratégie du budget des services du Premier ministre et pour le Haut Commissariat au plan actuel, 0,06%. Donc nous serons exemplaires, mais pas bouc émissaire. Nous ne ferons pas, j'en suis confus de vous l'annoncer cet après-midi, l'intégralité des économies de 40 milliards d'euros qui sont nécessaires sur l'ensemble de la dépense publique, mais nous y contribuerons à notre juste mesure. Pour conclure, je l'ai un peu dit dans l'état d'esprit de cette structure depuis 1946, je voulais là aussi rappeler quelques caractéristiques que l'on renforcera dans ce projet de fusion d'une structure unique, unifiée de planification. Le plan, au sens de la structure unifiée, est interministériel et interdisciplinaire. Et il n'y a pas d'équivalent qui ait cette double casquette. Il est ancré dans le long terme. Et je pense là aussi que nous en avons besoin au moment des transitions écologiques, démographiques, géopolitiques à l'évidence, ou numériques et technologiques. Nous avons une spécificité, contrairement à d'autres institutions qu'on assimile parfois, mais qui sont évidemment très différentes. Je pense à la Cour des comptes, qui est indépendante par la Constitution. Le plan est un service du gouvernement et du Premier ministre. Près de la moitié des rapports que nous produisons sont des commandes ministérielles ou primo-ministérielles, avec une logique néanmoins, c'est l'originalité de la structure, d'indépendance garantie par décret, notamment sur le plan scientifique, c'est-à-dire que nos chiffres, nos études sont évidemment faits de manière autonome, indépendante, sans consigne ou influence politique, au mauvais sens du terme, sur ces travaux. Et j'insiste aussi sur une dimension que j'évoquais d'un mot, cette idée de carrefour ou de ruche, pour reprendre l'autre expression, celle de Jean Monnet, me paraît essentielle, notamment pour le dialogue social. Évidemment, nous ne sommes pas une structure de négociation d'accords de branche ou d'accords d'entreprise, évidemment. Nous ne sommes pas un conclave, nous ne faisons pas la négociation du moment, mais en revanche, réunir les partenaires sociaux à échéances régulières pour discuter de questions comme celle des retraites, de la démographie, de la qualité ou de la quantité de l'emploi dans l'économie française, des grandes transitions et leur impact sur les compétences, par exemple. Ce sont des sujets que nous voulons non seulement aborder, mais aborder aussi en faisant dialoguer les partenaires sociaux, un certain nombre d'associations, associations d'élus, associations non gouvernementales aussi. Et ça, c'est unique dans l'État. Et je crois que c'est un ADN qui existe depuis 1946 et que nous devons raviver. Enfin, dernière remarque, sans complexifier l'image d'ensemble, nous sommes deux structures, bientôt une. France Stratégie aujourd'hui est au cœur d'un réseau. Et France Stratégie, je pense que c'est un modèle efficace, anime un certain nombre d'autres organismes qui ont leur indépendance, mais pour lesquels nous assurons les fonctions support, dans une logique d'économie de mutualisation, mais au-delà des aspects matériels, avec lesquels nous assurons une forme de coordination
qui sera, et je le souhaite, renforcé dans notre décret de fusion. Je pense à 8 organismes, je pourrais vous en donner la liste, mais je ne ferai que mentionner quelques-uns, comme le Conseil d'orientation des retraites, ou comme le Centre d'études et de prospective pour les études internationales, le CEPI, ou les hauts conseils sociaux, que vous connaissez sans doute, qui ont parfois aussi fait l'objet de débat dans la proposition de loi sur la simplification ou le conseil d'analyse économique. Nous rajouterons, si le processus de fusion tel que je le prévois va au bout, nous rajouterons, par souci de rationalisation et de mutualisation, un organisme qui s'appelle le Conseil national du numérique, qui est aujourd'hui sous l'autorité de la ministre chargée du numérique, et elle en est d'accord, nous avancerons vers un rattachement du CNUM comme organisme associé, dans cette logique là aussi de réseau et d'efficacité qui fait la force sur le fond et sur la dépense de France Stratégie et demain de la nouvelle structure. Et puis, je le dis d'un mot, nous voulons évidemment que cet ensemble ait une dimension européenne renforcée, ça ne vous surprendra pas de ma part, mais je pense que des contributions ou des comparaisons européennes sont aussi à même d'éclairer ce temps long que j'évoquais. Voilà, pour les 80 ans du plan, je pense que nous pouvons lui offrir plutôt qu'une suppression ou de mauvaises discussions, une nouvelle jeunesse. C'est en tout cas mon objectif. Et je conclurai en citant Pierre Massé, qui était un des grands commissaires au plan, un peu moins connu que Jean Monnet, certes, mais important, puisqu'il a lancé les travaux de prospective, et qui disait « Penser l'avenir est le premier temps de l'action ». C'est ce que nous faisons, je crois, aujourd'hui, et j'en suis convaincu avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre et Monsieur le commissaire, pour ces propos introductifs. Et je voudrais revenir déjà sur le début de votre intervention, puisque j'avais noté déjà ce mot-clé dans le coin de ma tête avant que vous l'évoquiez vous-même, qui est celui de l'AFIT. Aujourd'hui, alors j'interroge du coup vos anciennes fonctions, mais on est quand même sur une structure, je crois qu'il y a 8 agents à l'AFIT qui gèrent des milliards. Et vous l'avez dit très justement, et là c'est aussi l'ancienne fonctionnaire du ministère des Transports qui parle. J'avoue, comme vous, que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a cette structure hors État, alors qu'effectivement, tout ce qui est géré, les projets qui sont gérés en doublon à la direction générale des infrastructures de transport. Donc, vous, avec votre regard de ministre, d'ancien ministre, est-ce que vous seriez choqué si, en fait, tout simplement, on demandait la réinternalisation de l'AFIT dans les services du ministère des Transports? Après, j'entends les réserves que vous émettiez sur la question que l'État n'est pas capable de penser le temps long, mais j'ai envie de dire, même quand on est une agence ou un opérateur, il n'y a qu'à voir ce qui s'est fait au dernier PLF, où on a été ponctionné la trésorerie dite dormante. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est hors du périmètre ministériel, on est préservé de toute coupe budgétaire. Donc voilà, c'était un peu pour répondre à l'idée que... mais de toute façon, on le constate, hein, globalement, nos agences n'ont pas été conçues parce qu'elles apportaient un plus, elles ont été mises en place parce qu'elles permettent de répondre à un problème du moment qu'on ne savait pas gérer dans les structures d'État telles qu'elles existent. Et donc, par simplification, on s'est dit, on crée un nouvel outil sans jamais se demander si un jour cet outil pouvait avoir besoin de mourir, parce qu'en fait, le problème était déjà résolu. Donc voilà, sur cette question spécifique de l'AFIT, parce que c'est une réflexion qu'on a un peu plus largement sur toutes ces structures parallèles, avec très peu des effectifs, qui pour certaines gèrent des montants très importants, et ce qui amène à poser derrière des questions de mutualisation ou tout simplement de remplacement du personnel quand un agent se trouve défaillant. Et on n'a pas, pour le coup, si l'agent est en arrêt de maladie, on ne peut pas le remplacer comme ça du jour au lendemain, puisqu'il est amené à revenir très vite. Et donc, ce qui peut créer des vrais manques dans la mise en œuvre de l'action publique. Donc voilà, sur la question spécifique de l'AFIT, et si vous avez d'autres idées en tête comme ça, d'objets qui vous ont paru un peu surprenants au cours de votre vie ministérielle, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Dans les travaux, j'espère utiles que nous lançons une mission aussi sur la pluriannualité dans la décision et la gestion publique, parce que c'est par ce détour que je vous réponds. Je ne serais choqué par rien. Je ne défends pas une agence en particulier, même si j'ai beaucoup d'estime pour le président actuel de l'AFIT, qui je crois fait un très bon travail, M. Leroy. Ça dépend de ce qu'on cherche. Si on cherche à faire des économies de TP, on peut le voir en verre à moitié plein ou en verre à moitié vide, c'est pas l'AFIT qui fera le PLF 2026. Bon. Je crois qu'il n'y a même pas 8 ETP effectifs. Donc c'est un peu un non-sujet, si je puis le dire ainsi, un peu directement.
Alors par ailleurs, c'est sans doute ce qui arrivera, parce qu'en général, on parle d'agents publics, et donc les agents publics, on leur doit une continuité, une stabilité. Bon. Donc si l'angle est celui des finances publiques, je crois que c'est un non-sujet, ou un faux sujet. Si l'angle est celui de la bonne gestion publique dans la durée, là, vous soulevez un vrai sujet. Moi, j'allais dire, ça doit être la fin de l'histoire, si je puis dire, la rebudgétisation. Moi, je le dis comme ancien ministre des Transports et comme responsable public, ce qui m'a choqué quand je suis arrivé au ministère des Transports, c'est pas l'existence de l'AFIT, c'est le fait qu'il y a beaucoup de domaines, je pense notamment à la gestion des routes nationales, chacun peut le constater, les locaux que vous êtes et que vous connaissez le savent, sont en mauvais état parce qu'il n'y a aucun outil de gestion pluriannuelle. Donc, de manière sèche, je vais le dire de manière sincère, je pense que si on supprimait l'AFIT et qu'on réinternalisait les choses, on dégraderait plutôt la situation en termes de gestion de l'infrastructure de transport. Parce qu'on mettrait plus d'annualité, moins de pluriannualité. Est-ce qu'il y a ensuite des moyens plus intelligents que créer une agence à côté du ministère en charge pour gérer des crédits? Sans doute. Je n'ai pas complètement la réponse encore, mais par exemple, avoir des lois de programmation. Je l'ai plaidé en ce sens en matière de transport. Peut-être ce sera une des conclusions de la conférence de financement des mobilités. Je laisserai le ministre Tabarot et le gouvernement en décider. Mais en tout cas, on a besoin d'outils de pluriannualité. Ce que je veux dire, c'est que l'AFIT est plutôt le symptôme que la cause. L'AFIT est une réponse peut-être imparfaite à un vrai problème qu'on trouve dans les transports, je peux en témoigner, mais sans doute ailleurs aussi, de manque de pluriannualité. Alors, l'annualité budgétaire est un principe démocratique, évidemment, mais ces 20 dernières années en matière budgétaire, à travers ce qui était appelé à l'époque la révolution de la LOLF, et qui a été malheureusement pas tout à fait une révolution et une rupture, on devait rajouter de la pluriannualité, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce qu'il y a eu des crises, on n'a pas réussi parce que le débat parlementaire national, et c'est normal, est souverain. Mais il y a des domaines où, mieux que d'autres, je pense aux questions de défense, on a fini par réussir à avoir des LPM qui sont respectés. Je pense que les outils de type loi de programmation, ou ne serait-ce que des débats pluriannuels sur les crédits d'un ministère, quand ils sont vraiment concernés par les dépenses d'investissement, les transports en sont sans doute l'un des meilleurs exemples, sont nécessaires. Voilà. Mais vous avez raison, l'idée même de l'agence n'est pas une garantie de stabilité, on l'a vu dans les débats budgétaires récents. Néanmoins, si je regarde l'AFIT, puisqu'elle vient de commémorer ses 20 ans, elle a été plutôt un outil de pluriannualisation que de dégradation de la gestion de l'infrastructure. Donc voilà, si je réponds de manière la plus sincère possible, je n'ai pas d'action dans le produit, si je puis dire, mais je vois bien que c'est sans doute une réponse partielle, plus exactement, et imparfaite, à un vrai problème qui est celui de la pluriannualité budgétaire. À ce moment-là, si on voulait aller au bout de la logique, il faut peut-être trancher. Soit on remet tout au ministère des Transports, et puis on espère que la sagesse politique collective fera qu'on ne donne pas des coups de yo-yo dans les budgets, espérons. On se dote d'une loi de programmation pour l'accompagner. Soit à ce moment-là, on crée, mais on dévitalise en partie le ministère des Transports, très bien, une vraie agence qui associe les collectivités locales, des parlementaires, qui a un conseil d'administration, des pouvoirs étendus, plus d'effectifs, et qui est une agence de gestion des infrastructures, un peu comme un opérateur de recherche universitaire dans la durée. C'est vrai que le système intermédiaire est sans doute imparfait. Alors, la question de la pluriannualité, je pense qu'elle a occupé une grande partie de nos discussions cet après-midi, et c'est un point qui revient souvent. Et d'un côté, on peut voir les aspects très positifs. Effectivement, quand on fixe à un opérateur, qu'on lui dit, voilà, ton budget sur les 5 prochaines années sera celui-ci, tu as pour objectif de diminuer de 100-150 ETP et tu dois mettre en place telle politique, il sait le chemin sur lequel il s'engage. Ce qui se décline un peu finalement dans les lois de programmation pour les ministères. Mais la contrepartie est que finalement, on arrive assez vite à avoir une très grande partie du budget de la nation qui est déjà préemptée avant même la discussion budgétaire, avec toutes les difficultés qu'on connaît, dès lors qu'on est dans un cadre qui devient chaque année un peu plus contraint. Donc, voilà, je pense que nous, on est tous ici convaincus, et en tout cas, les exemples qu'on a pu entendre, quand un opérateur a de la visibilité, effectivement, il est capable d'engager des vraies stratégies de transformation et même de réduction de ses moyens, quand il sait l'objectif auquel il doit arriver, plutôt que de découvrir le 31 décembre quels sont les moyens qui lui sont ouverts pour l'année à venir. Mais en même temps, cette pluriannualité, elle a une contrepartie qu'on n'a pas la souplesse de se réorganiser. Et je pense que l'ancien ministre des Affaires européennes verra très bien ce que je vise. Aujourd'hui, on a un budget européen finalement qui est pluriannuel avec le CFP, mais dès qu'il y a un événement qui tombe, on ne sait plus comment faire, parce que discuter, alors là on ne sera peut-être pas 27 pour discuter de la pluriannualité à l'échelle nationale,
Mais il y a aussi un côté un peu, on est sur des outils qui sont corsetés, et donc après, dès qu'il y a un événement conjoncturel qui arrive, ça devient assez difficile de réorganiser. Mais en tout cas, voilà, ce que vous dites sur la pluriannualité fait sens avec ce qu'on a pu entendre par ailleurs. Je voudrais aussi rebondir sur, dans l'idée du plan, tel qu'il a été, dans l'idée des pères fondateurs, on avait quand même l'idée qu'on avait un État qui était fort, un État qui était stratège, un État qui venait dessiner le futur du pays et qui était en capacité de pouvoir engranger de grands projets, avec des projets notamment d'aménagement qui portaient sur, sur les... entre guillemets, à Paris, on décidait, mais ensuite, il y avait des conséquences concrètes pour l'ensemble du territoire, notamment si je pense au réseau de transport, à la constitution du réseau LGV. Et enfin, force est de constater qu'aujourd'hui, alors même que, comme vous le disiez aussi justement, on a beaucoup plus d'outils qui devraient nous permettre d'être beaucoup plus réactifs, on est incapable de pouvoir sortir un nouveau projet de transport, et en plus sur des échelles beaucoup plus courtes. Enfin, pensant à la desserte de l'aéroport Roissy, je ne sais pas depuis combien d'années on parle de ce projet. Quand on parle de toutes petites tronçons autoroutiers, c'est pareil, on en parle, voilà. Le RER, pour nous, les franciliens, on a été capable de concevoir, mais maintenant, changer de matériel roulant, ça prend des années. Donc, est-ce que, dans votre vision du futur, de la structure réunifiée, plan prospective, il y a cette idée peut-être qu'il y a un besoin à un moment de reconstituer ce qu'était la DATAR. Parce que c'est aussi un constat qu'on se fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on va. On a je ne sais pas combien d'acteurs qui représentent l'État, mais je pense que personne ne sait vraiment où il va. Vous parlez d'or, Madame la rapporteure, parce que je suis convaincu que la DATAR, ou en tout cas un outil d'aménagement du territoire, est essentiel. Et d'ailleurs, quitte à assumer des termes qui peuvent paraître un peu désuets, je revendique celui de plan, et je revendique aussi celui d'aménagement du territoire. Dans nos axes de travail que j'ai présentés le 10 avril, il y a tout un axe sur la décarbonation et l'aménagement du territoire, car je suis convaincu que les infrastructures contribuent à la transition écologique, et notre pays a besoin encore de grands projets. Alors, évidemment, qui ne sont pas les projets des années fin des années 40, début des années 50, et de la reconstruction, les 30 glorieuses, qui sont plutôt liées à la décarbonation. Mais on a aussi besoin de projets de transport, on a aussi besoin de projets d'énergie, on a besoin de projets de télécommunications et d'infrastructures qui vont avec. Donc ça, j'en suis absolument convaincu. Je distinguerai un tout petit peu dans ce que vous avez dit, peut-être deux éléments, en reprenant l'exemple des transports. Je pense que ce qui fait que les projets sont ralentis, ce n'est pas tellement l'absence de vision d'ensemble, je vais y revenir, c'est un manque aussi, c'est plutôt nos procédures. Et nous avons engagé, j'ai souhaité que ce soit dans l'axe justement sur l'aménagement du territoire de notre programme de travail, j'ai souhaité qu'on lance un travail au plan très large pour associer des entreprises de construction, des élus locaux, des parlementaires si vous le souhaitez évidemment, je serai à disposition pour présenter nos travaux à l'évidence aussi, des organisations non gouvernementales, etc., sur ce qui est à mon avis aujourd'hui sous-optimal, pour le dire en termes un peu économiques, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de droits au recours tout au long de la vie d'un projet. Et je ne parle même pas d'une récente autoroute qui a fait de nouveau l'actualité. C'est plus large que ça. C'est vrai sur une ligne à grande vitesse, c'est vrai sur un projet de fret comme le Lyon-Turin. Quoi qu'on pense de chacun de ces projets individuellement, je ne rentre pas dans ce débat-là, on a un optimum on a une situation qui est sous-optimale. Parce qu'on a des délais longs, avec une faible sécurité juridique, et une protection du droit de l'environnement qui n'est pas meilleure que chez nos voisins européens. Alors moi, je ne crois pas du tout que la réponse à cela soit d'écraser les procédures environnementales ou de consultation. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce n'est pas une réponse intangible, mais c'est un cadre européen pour beaucoup qui définit ces procédures. Alors on peut le changer, évidemment, mais enfin, ce n'est pas si rapide et simple que cela. Et surtout parce que je crois que c'est une attente sociale qui dépasse la question écologiste au sens militant du terme. Une ligne à grande vitesse, une ligne à haute tension, il y en a encore quelques-unes, un projet X ou Y, il n'est pas toujours bloqué par quelques associations écologistes radicales, ça arrive aussi. Il est bloqué, et c'est parfois légitime, par des associations locales, par des élus qui sont contre, et c'est leur droit, dès lors qu'on n'est évidemment pas dans la violence, etc., etc. Et ça, c'est une évolution sociale profonde. On ne reviendra pas à un moment, on n'est pas dans la phase de reconstruction pour le meilleur et pour le pire, où on imposait un projet de Paris, ou du plan, ou de la DATAR, et qui se faisait en quelques mois.
peut le regretter, mais ça ne sera pas comme ça dans les années qui viennent, j'en suis convaincu. En revanche, est-ce qu'on peut faire un peu plus rapide, avec un peu plus de sécurité juridique, sans écraser les exigences environnementales? Je suis peut-être un peu naïf, mais je crois que oui. Et d'autres pays avec le même cadre européen, c'est pour ça que c'est intéressant de comparer sur le plan juridique, notamment l'Allemagne sur les projets industriels, vont encore plus vite que nous, malgré des améliorations récentes. Et donc ça, je crois que, cette réflexion sur comment améliorer la situation, conciliant impératifs écologiques et nécessité des grands projets, moi je revendique, pas au plan complètement pour rien, je revendique qu'on soit une nation de grands projets et qu'on doit continuer à être une nation de grands projets. Et donc je vais mener ce travail dans une sorte de commission qui réunira les différentes parties prenantes pendant plusieurs mois pour essayer de proposer des évolutions juridiques. Le Parlement se saisira ou non, pour mieux concilier sécurité juridique, rapidité et exigences environnementales dans le cadre européen. Et ce que vous dites sur l'absence de vision, ça renforce le problème. Il y a effectivement, pour le dire un peu comme ça, pas de plan Fraissinet du XXIe siècle. Est-ce qu'il faut le remettre à l'ordre du jour? Moi, je crois que oui. Est-ce que le plan peut faire ça tout seul? Peut-être pas. Mais d'ailleurs, c'est un des exercices que je voudrais qu'on essaye de mener avec, là aussi, des associations d'élus, avec des ingénieurs, avec des entreprises de construction, avec des associations, qu'on essaye de voir, au moins de manière indicative, pour l'offrir au débat public, ce que serait, à horizon 2050-2060, nos 10, 15 à 20 très grandes infrastructures, tout domaine confondu, indispensables. Et je pense d'ailleurs que ces débats globaux manquent. Il y a beaucoup de travaux de planification en réalité qui sont faits, parfois même débattus au Parlement. Il y a pas eu de loi de programmation et des mobilités récemment, mais il y avait eu la loi d'orientation des mobilités qui n'est pas si âgée. Il y a un conseil d'orientation d'infrastructures auquel participent des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a des travaux qui ont été faits par RTE en matière énergétique. En fait, il y a beaucoup de morceaux de planification, si je peux dire. Il y a même probablement plus d'endroits où on fait de la planification, si on est tout à fait honnête, qu'il y a 50 ans ou 70 ans. En revanche, il y a moins d'endroits où on a une vision globale, type data ou type plan. Et moi, je rêverais même, sans revenir à des époques révolues, qu'il y ait un débat indicatif au Parlement, peut-être tous les 5 ans, sur un plan d'ensemble sur les grandes orientations démographiques, écologiques, technologiques, parce que ça permettrait d'avoir des cartes type Fraissinet, si je peux dire, sous le regard de tous, et on donne une indication. Ensuite, on ne va pas voter sur les quantités produites, secteur par secteur, comme on le faisait au temps du premier plan. Je ne crois pas que ce soit ni souhaitable ni faisable. Mais en revanche, avoir cette vision d'ensemble, et je le dis aussi, cette ambition d'ensemble, parce que ce qui est mobilisateur dans un plan type plan Fraissinet, adapté au XXIe siècle, c'est qu'il donne à voir. Et je pense, sans rentrer dans un débat qui serait trop long, mais qu'un des problèmes de l'adhésion à la transition écologique, c'est qu'on ne donne pas à voir quel est le projet. Et beaucoup de nos concitoyens ont l'impression qu'on fait les choses par petits bouts ou en mettant des pièges, en quelque sorte, confèrent les débats du moment. Je n'entrerai pas plus avant dedans, type zone à faible émission, etc. Si on donne la vision globale avec des projets positifs, parce que je suis convaincu que nos concitoyens sont majoritairement attachés à des grands projets, on peut aussi redonner de l'adhésion au-delà de la planification stricto sensu. Donc, pardon, j'ai été un peu long, mais ce travail sur les conditions de réalisation des infrastructures, on va le mener. Un travail spécifique d'ailleurs sur les concessions autoroutières et une réflexion sur, peut-on, au moins en matière d'infrastructure, présenter à la représentation nationale et au gouvernement un plan d'ensemble sur nos grandes infrastructures, tout domaine confondu. Nous allons y travailler. Ce qui est très intéressant, et vous venez de parler de concessions autoroutières, et pour autant, il y a déjà d'autres structures de l'État qui s'occupent de contrôler les concessions autoroutières. Donc on peut venir se demander ce que vient faire le plan sur ce sujet-là, alors que justement, précédemment, vous venez de nous dire qu'il y avait encore besoin d'avoir un endroit dans l'État où on est capable d'avoir une vision centralisatrice et de penser le global, là où chacun, dans sa prospective, pense le particulier. Et j'entends que vous avez des ambitions fortes pour le plan, mais j'en reviens aussi sur vos déclarations du début où vous dites que vous allez contribuer à la réduction des moyens des services du Premier ministre, alors que vous en avez déjà une part très minime. Donc j'ai envie de vous demander comment vous voulez faire, parce que c'est un modèle qui serait à déployer partout pour arriver justement à résoudre nos contraintes budgétaires. Alors, je ne l'ai pas dit d'abord, mais nous avons déjà beaucoup réduit nos effectifs et je ne crois pas que ça a dégradé la qualité de la production, puisque depuis 2015, je prends France Stratégie, puisque c'est l'essentiel des effectifs et il n'y avait pas le Haut Commissariat au Plan à l'époque, c'est près de 40, 39 exactement, ETP qui ont été supprimés. Donc vous voyez, on est dans une structure de 75 personnes aujourd'hui, 73 exactement à date comme je vous l'ai indiqué, qui avaient près de 40 effectifs supplémentaires il y a moins de 10 ans. Donc il y a eu déjà beaucoup d'efforts. Ça a sans doute des conséquences et du coup une plus grande sélectivité dans nos travaux. Si je pense qu'on peut réconcilier, et je ne prétends pas que tout est magique, une ambition forte avec des effectifs qui seront en légère décroissance, j'espère néanmoins le moins possible, parce que je pense que chacun de nos effectifs est utile, mais on fera quand même des efforts, eh bien c'est parce que nous sommes
depuis l'origine, mais peut-être il faut l'être encore plus, une plateforme, en quelque sorte. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des concessions autoroutières, c'est un très bon exemple, sujet qui me tient à cœur, comme vous le savez, Madame la rapporteure. Il y aura la conférence de financement des mobilités, elle se terminera, si j'ai bien compris, autour de la mi-juillet. Elle abordera la question des concessions autoroutières dans un de ses ateliers, mais sous un angle largement financier. Je pense que c'est une vraie question de société. Je pourrais y passer des heures, mais je vais être très bref, parce que c'est la question de savoir si on veut des contrats de long terme ou pas, si on veut une gestion publique ou privée, en concession ou en régie. C'est des questions très lourdes qui vont devoir être décidées d'ici 2-3 ans et qui se préparent. Et je pense là, on est typiquement dans notre mission d'éclairer ce débat public. Exactement comme vous l'avez dit, il y a un régulateur, pour le coup, qui est l'autorité de régulation des transports, qui a fait, d'ailleurs je le dis pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question et qui n'ont pas encore regardé ces derniers travaux, qui est sans doute un des endroits d'excellence, et je ne le dis pas parce que je suis ancien ministre des Transports, dans l'État et le meilleur endroit d'éclairage du débat sur les concessions autoroutières. Donc on va pas refaire le travail technique de l'ART. En revanche, demander aux partenaires sociaux, demander à des parlementaires qui suivent de près le sujet, demander à des associations d'élus, demander à des gens qui ont regardé l'expérience à l'étranger, des académiques ou des élus étrangers. En Espagne, par exemple, on a choisi un modèle d'autoroute gratuite qui a beaucoup d'inconvénients par ailleurs. Faire ce travail-là, ce n'est pas le régulateur qui peut le faire. Et par ailleurs, j'en ai parlé au président de l'autorité. Je suis désolée, je ne vois pas ce qui interdit au régulateur de le faire. J'ai travaillé dans une autorité de régulation, j'avais le droit de faire discuter ensemble des représentants des consommateurs, des représentants des industriels, des fonctionnaires du ministère dont j'assurais la surveillance de l'action. Il n'y a absolument aucune interdiction à le faire. Et là, c'est vrai que, parce que nous aussi, le sujet de notre commission d'enquête, c'est tous les endroits où l'État se marche sur les pieds. Et là... Typiquement, l'exemple des concessions, enfin aujourd'hui l'ART est vraiment l'endroit de l'État où on regarde les concessions autoroutières. Je pense que demain, le plan, en venant se saisir de cette question, enfin dans mon esprit, se déjuge un peu et quitte sa vision justement de supervision, de consolidation de plateforme en allant saisir d'un outil particulier. Et c'est plutôt à ce moment-là aller regarder pourquoi est-ce que l'organisme public qui a en charge cette politique publique ne fait pas ce que vous décrivez. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui lui interdit de le faire. Et c'est là où si on continue, enfin, si dans un côté, on renforce le plan justement pour revenir à un endroit de l'État où on a un État stratège, il ne faut pas que la même entité, pour moi, se perde dans un niveau de détail. Je dis ça, mais au détail, j'entends là par politique ciblée, alors qu'il y a déjà ailleurs quelqu'un qui fait la même chose, et vous l'avez dit, qu'il le fait en plus très bien. Si vous me permettez 2 éléments de réponse. D'abord, vous connaissez par cœur cette autorité de régulation et les régulateurs en particulier. Bien sûr, d'ailleurs, l'ART a nourri ses travaux, y compris de comparaison européenne, par exemple. En revanche, l'ART a une limite parce qu'ensuite, elle doit juger un certain nombre de contrats. Elle ne peut pas proposer des options trop précises ou des scénarios, non pas parce qu'elle n'a pas la capacité, mais parce qu'elle a sa mission de régulateur qui est différente quand même d'une forme de think tank, que nous sommes un peu, si je puis le dire ainsi, qui fait des propositions en tant qu'organisme public. Mais j'ai une deuxième réponse à ce que vous avez dit, et moi j'y suis très attaché, puisque le cœur du sujet c'est effectivement qui fait quoi. Je crois que personne n'a de doute sur le fait qu'il faut un débat de citoyens, civique, large sur la question des concessions autoroutières. Moi j'ai une approche très pragmatique, pour ma structure en tout cas, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui fait et qui fait mieux, on ne fait pas. Et s'il y a quelqu'un qui a fait un premier travail, on s'inspire du premier travail et on rajoute éventuellement, sur le cas des concessions autoroutières, ce qui manque, par exemple, des options, des scénarios. Je vais prendre un exemple autre que les concessions autoroutières pour illustrer, la question de l'eau. Et je le dis d'autant plus sereinement que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ces travaux. Je crois que l'ADEME, comme le secrétariat général à la planification écologique, autre structure, reconnaissent que les travaux qui ont été faits par France Stratégie ces derniers mois sur la gestion de l'eau sont les plus qualitatifs possibles, les plus précis possibles, qui est une analyse par 40 bassins versants, etc. Ça aurait pu, pour être très honnête, être fait par l'ADEME. Ça aurait pu être fait par le SGPE. Il se trouve que ça a été fait sur demande du SGPE. Alors. Bon, mais ça, mais en théorie, ou par d'autres, ça aurait pu être fait par un collectif des agences de l'eau qui aurait pu... Bon, c'est pour illustrer le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas où, en réalité, les travaux énergétiques, futurs énergétiques 2050, ils ont été faits par RTE, il y a une certaine logique, mais ils auraient finalement pu être faits par le ministère ou peut-être faits par, d'ailleurs, France Stratégie. Ce n'était pas incongru. À partir du moment où ils sont faits, ils sont de bonne qualité, on ne va pas les réinventer. Et le SGPE ne va pas refaire des travaux sur l'eau parce qu'on les a faits. En revanche, si l'ART fait un nouveau rapport sur les concessions autoroutières et qui mentionnait, modulo sa mission, les 3 ou 4 scénarios possibles pour l'après 2030, je dirais très clairement, on lève le stylo.
Moi, je ne cherche pas à faire des rapports en plus pour le plaisir de faire des rapports en plus. J'ai la conviction que ce débat est important sur les concessions autoroutières, pour reprendre cet exemple. J'ai la conviction que la RT est le socle de ce travail et qu'il y a des choses à faire en plus. Mais pour le dire de manière plus principielle, il y a deux façons de rationaliser opérateur-agence et en ce qui nous concerne les outils de planification. Soit on dit on fait un seul outil type France Planification qui a tout. Bon, j'en serais ravi d'être à la tête de cet organisme, ce n'est pas l'objet. Soit on considère que pour des raisons historiques, pour des raisons de compétences, parce que c'est organisé comme ça, on perd plus de temps qu'autre chose à essayer de faire le jardin à la française parfait, et on s'échine plutôt qu'à faire une seule structure, à faire en sorte que les structures ne soient pas redondantes dans leur activité. C'est pour ça que je faisais ce codicile au départ sur les fusions, parce que souvent les fusions, on considère que c'est la meilleure façon de rationaliser, d'éviter le doublon. Je dis simplement attention, parce que parfois c'est bien, parfois c'est coûteux. Et parfois c'est plus efficace de dire à deux organismes, écoutez, sous le contrôle du Parlement d'ailleurs, qui peut cibler les redondances, arrêtez de faire deux fois la même chose, il y a du travail pour tout le monde, plutôt que de les fusionner pour rationaliser par la structure. Je crois plus à la rationalisation par la mission. Bien, on va passer aux questions de nos commissaires. Cédric ? Monsieur le haut-commissaire, monsieur le ministre, moi j'avais plusieurs questions. La première concernant l'indépendance, parce qu'on parle d'agence indépendante. Comment vous qualifierez le lien avec le pouvoir politique ? Est-ce que vous jugez vraiment que vous êtes indépendant du pouvoir politique ? Est-ce qu'au contraire, vous répondez à des commandes ? Comment ça se passe au quotidien par rapport au pouvoir politique ? Vous disiez que vous avez tracé des feuilles de route à long terme. Si c'était le cas, il y a 5 ans, le gouvernement qui est en réminiscence, enfin, les héritiers du gouvernement de l'époque jugeaient qu'il fallait sortir du nucléaire. Aujourd'hui, on revient dans le nucléaire. Quelle est, par exemple, sur un sujet comme celui-ci, la stratégie qu'aurait pu avoir le plan ? Est-ce qu'une ligne indépendante de celle que le gouvernement avait tracée, ou est-ce qu'au contraire, on aurait subi, avec une structure comme la vôtre, les mêmes vicissitudes dans ces grandes orientations de l'État ? Première question donc sur l'indépendance. Deuxième question sur le rendu, sur la structure. Là, je parle plutôt du haut-commissariat. Est-ce que vous pourrez nous éclairer ? Qu'est-ce qui se serait passé de différent si ce haut-commissariat n'avait pas existé durant ces dernières années ou durant ces prochaines années ? J'ai un peu du mal à y voir. Est-ce qu'il y a eu des effets notables de ces réflexions ou de ces rapports ou de ce travail sur ces dernières années sur l'action de l'État ? J'avoue que c'est un peu flou encore pour nous. Et troisième point, vous nous avez dit l'objectif de vos travaux, de viser une stratégie à long terme, héritier du plan, etc. Je reprenais votre édito dans le programme et vous parliez là que votre souhait était de créer des notes flash sur des questions d'actualité, des contributions extérieures pour faire émerger une pluralité d'avis et de propositions sur des sujets d'actualité. Je pense qu'on est un peu en décalage avec les propos qu'on vient d'entendre, que vous souhaitez organiser des débats d'opinion entre grands témoins, des débats citoyens partout en France. Alors, avec quels moyens et dans quel objectif, j'ai du mal à m'y retrouver. Et puis, vous parliez là en termes de moyens, de créer une nouvelle antenne à Bruxelles. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Pourquoi faire ? Et qu'est devenue l'antenne qui avait été créée dans la ville de Pau ? On va prendre deux autres questions, Ludovic et Michael Weber. Merci, monsieur le haut-commissaire au plan, monsieur le ministre. Alors, vous l'avez dit, le mot... déjà, je voulais vous remercier d'avoir opéré une fusion avant même d'être venu être en audition au sein de notre enquête, de notre commission d'enquête. Voilà. Donc, non, merci. En tout cas, même si on a bien compris qu'elle n'allait pas répondre à elle seule à la demande de 40 milliards du ministre Lombard, au moins, elle a le mérite. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Elle a au moins le mérite d'y participer. Donc, déjà, merci pour ça. Je voulais simplement revenir sur un terme qui est extrêmement important et qui est revenu à plusieurs reprises dans votre propos liminaire, celui du temps. Quand on prend le haut-commissariat au plan, comme ça, on imagine plutôt quelque chose de coûteux que quelque chose de source d'économie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand un pays imagine à 5-10 ans une idée, ou tout du moins un projet, et qu'il veut arriver à ses ambitions, à remplir ses ambitions, évidemment, on a plutôt une idée de coût que de source d'économie. Cependant, c'est le moyen d'y arriver qui, pour moi, est source d'économie. Aujourd'hui,
de par votre expérience, quelle est, alors c'est pas facile à chiffrer, hein, peut-être que vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais si en tout cas vous pouvez l'obtenir à terme, en matière d'harmonisation européenne, est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, si un pays fait, mais que l'autre, quelque part, ne vend pas dans ce sens-là, ça va avoir un coût? Alors, c'est pas évident, ce sont des coûts induits qui ne sont pas facilement chiffrables. C'est pour ça que je vous dis, vous n'aurez peut-être pas de réponse à me donner immédiatement. Mais selon vous, d'après votre expérience, comment l'harmonisation européenne peut répondre à cette source d'économie, enfin à cette proposition d'économie, pour pouvoir arriver à nos fins? J'étais ce matin à une réunion sur le spatial, clairement. On sait que l'Italie fait des choses, l'Allemagne fait des choses, la France veut essayer de faire des choses. S'il y avait une vraie entente européenne, là, pour le coup, c'est des milliards qui se profilent. Mais pour autant, comment y parvenir? Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'était au niveau de la planification, donc dans le temps. Si je prends l'exemple du nucléaire, alors ou même de l'énergie d'une manière générale, bien malin celui qui est capable de dire à quoi on va se chauffer ou à quoi on va rouler dans 10-15 ans. Et pourtant, il y a des paris à faire, comme le général de Gaulle en a fait à une autre époque. Comment on peut aujourd'hui essayer d'arriver, vous avez dit faire et défaire, c'est toujours travailler, mais en attendant, ça a un coût. Comment est-ce qu'on peut arriver à se donner une ligne de conduite? Et je pense au nucléaire notamment aujourd'hui, on n'a plus de filière, enfin, tout du moins, elle est très, très mise à mal. Comment on peut essayer d'éviter ce genre de situation où on a tué une filière? Encore une fois, il n'y a pas de politique dans ce que je dis, hein. Il y a un moment, on a pensé que les énergies renouvelables allaient pallier au nucléaire, il se trouve que ce n'est pas le cas. Et avec les investisseurs qui ne changent pas d'avis, donc je pense que c'est extrêmement important. Mais comment on peut arriver à ce niveau de situation-là? Merci. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire. Moi, je suis assez gêné parce que, je vais vous dire pourquoi d'abord, parce que quand on parle de planification, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je pense que dans les années 60, quand justement, Madame la rapporteure y faisait référence, on a mis en place la DATAR, c'était pour répondre déjà à finalement des similitudes dans l'évolution de la société et de l'organisation des territoires à ce que l'on a connu aujourd'hui. C'était, pour quelques exemples, notamment la déprise des territoires ruraux, les villes qui se transformaient, qui devenaient attractives, qui a justifié que l'on s'intéresse au mode d'organisation des territoires en termes de transport, d'économie, d'urbanisme. Et je trouve qu'on a d'abord un peu détruit cet outil ou ces outils, puisque il y a le Haut Commissariat au Plan, il y a l'ANCT dont on parle. Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, ces deux organismes-là sont ceux qui sont le plus interrogés aujourd'hui, alors que la planification, je pense qu'on en aurait énormément besoin de nouveau à cet instant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'exemple que vous avez pris vous-même, vous avez parlé tout à l'heure de ce débat fameux autour de l'autoroute, il me semble que si on avait une vraie planification, à la limite partagée, avec une vision de l'État sur les orientations principales en matière d'infrastructure, quelle qu'elle soit, numérique, de transport et que sais-je encore, eh bien, je pense que ce débat-là, on ne l'aurait sans doute pas de la même façon aujourd'hui, quelles que soient les questions des recours, des populations qui réagissent. Mais je pense que si on avait une vraie idée de la volonté de l'État que d'aménager le territoire en fonction des enjeux du moment, sans doute que ce type de problématique, on ne l'aurait pas. Et donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on a loupé? Parce que dans les propositions que vous avez faites habilement tout à l'heure en disant j'ai déjà réfléchi à des fusions que l'on pourrait faire, ok, peut-être, mais la question c'est quand même celle de l'efficacité derrière, parce que c'est bien beau de dire on fait des fusions, mais si in fine on n'obtient pas, on n'arrive pas à corriger le tir par rapport à ce qui nous manque aujourd'hui en termes de vision d'avenir stratégique pour l'État, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Parce que chacun peut s'amuser à cette expérience-là, et si on se mettait dans un coin de table à faire l'exercice, je pense qu'on aurait toutes et tous des propositions différentes. Et c'est là que ça me gêne un petit peu parce que comment est-ce qu'on peut à la fois répondre à ce besoin de planification tout en étant cohérent et avec moins de moyens, puisqu'on a bien compris que c'était la difficulté du moment. On y va, monsieur le sénateur, sur les questions d'indépendance. Alors, d'abord, la cartographie, enfin, l'image, et puis quelques réflexions. Nous sommes un service du Premier ministre, pas le cacher, et le commissaire général, aujourd'hui j'ai ces deux casquettes pour quelques semaines encore, le commissaire général de France Stratégie depuis toujours d'ailleurs, quelles que soient les nominations, et le haut commissaire au plan depuis 2020, sont nommés en Conseil des ministres sur proposition du Premier ministre par le Président de la République. Donc ça, c'est le cadre juridique. C'est un cadre qui dépend. C'est une nomination qui dépend évidemment du gouvernement et des choix faits par le Premier ministre et le Président de la République. Ça, il n'y a pas de mystère sur ce sujet.
il y a un certain nombre de garanties d'indépendance double, si je puis dire. D'abord, nous avons une obligation, et c'est heureux, puisque nous sommes un service public, de publication de l'intégralité de nos travaux. Donc il n'y a pas de rapport caché ou de rapport, ce n'est pas comme une inspection ministérielle, ou l'inspection ministérielle, comme vous le savez, elle travaille au service du ministre qui a commandé une étude, et ensuite c'est le ministre qui décide souverainement si une étude est publiée ou non, si c'est pour son information personnelle, celle de son équipe et sa décision la facilité, ou si c'est un outil de contribution au débat public. Pour nous, c'est toujours un outil de contribution au débat public, et une fois qu'une étude est lancée, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc ça, c'est important. Ça a été rajouté, parce que ces débats avaient lieu déjà, en 2017 de mémoire, en modifiant le décret de création de France Stratégie, une charte scientifique qui est consacrée par le décret et qui garantit le respect des standards académiques, de l'indépendance académique et scientifique dans la réalisation des études. Autrement dit, je distinguerais les modalités de nomination, les commandes. J'ai dit tout à l'heure le chiffre indicatif, c'était l'an dernier, à peu près 50% des études viennent de commandes, pas de commandes sur le message, mais de commandes sur le sujet, par un ministre ou par le Premier ministre. Et cela peut évidemment continuer. Si le Premier ministre m'adresse une saisine, j'y répondrai, France Stratégie et le plan feront l'étude. Mais la façon dont nous la réalisons, et les messages que nous produisons et que nous publions, nous sommes obligés de les publier et nous les choisissons librement. Puis ensuite, c'est des choix de nomination. Si nous convenons ou nous ne convenons pas au gouvernement, au président de la République, comme tout directeur d'administration, nous pouvons être remplacés. Je pense que c'est d'ailleurs sain comme ça. Donc c'est effectivement l'originalité de ce que j'ai appelé tout à l'heure de manière un peu raccourcie un think tank d'État. Il y a un certain nombre de garanties scientifiques essentielles et il y a le fait que nous soyons au service effectivement du débat public et du gouvernement plus spécifiquement. Personnellement, j'attache beaucoup d'importance à cette indépendance et je souhaite mettre dans le débat, je reviendrai sur la question des notes flash que vous avez aussi évoquées, un certain nombre de sujets dont j'estime qu'ils serviront au gouvernement s'il le souhaite, mais à l'ensemble des partis politiques, à l'ensemble de la représentation nationale aussi, en n'étant pas un porte-voix d'un département ministériel ou du gouvernement à l'instant T. Est-ce qu'il faudrait basculer, là je vous vois une réflexion plus large, je ne fais que la mentionner, vers des modèles différents, type autorité administrative indépendante ? Moi, je ne le crois pas. D'abord parce qu'il y a d'autres organismes qui ont ces garanties et qui ont des missions un peu différentes, mais qui peuvent produire des évaluations de politique publique ou des propositions de politique publique. La Cour des comptes, dont l'indépendance est suprême, si je peux dire, puisqu'elle est garantie par la Constitution. Donc s'il n'y avait aucun organisme qui ferait ça, peut-être faudrait-il aller vers ce modèle, mais il y en a aussi. Est-ce qu'il faudrait avoir un modèle d'autorité administrative indépendante ? Je pense que ce serait un peu une confusion des genres. Je pense que c'est essentiel quand on a une forme de régulation, nous en parlions avec Madame la rapporteure, pour montrer qu'on n'est pas soumis ni aux intérêts publics ni aux intérêts privés, qu'on ne cherche pas une reconduction, qu'on ne cherche pas à rester ou à durer. Pour un organisme qui est un organisme de réflexion, je pense que son indépendance est garantie par le fait que les rapports sont publics, qui sont scientifiquement garantis, et je vais même aller un cran plus loin. Si on produisait, après c'est une question presque, si je peux dire, de marché des idées, si on produisait une étude qui est sans intérêt ou qui a des chiffres faux, ça se verrait. Et il y aura suffisamment de personnes, ici comme ailleurs, pour le voir et pour le dire. Donc nous sommes en quelque sorte régulés par cette exigence scientifique. Sur les produits qui ont été faits notamment par le Haut-Commissariat au Plan, il y a 19 études qui ont été produites depuis sa création sous cette forme à la fin de l'année 2020, enfin, l'automne 2020. Chacun jugera si la quantité est trop faible ou trop grande. Ça, je ne pourrais pas porter un jugement qui porte sur le nombre de rapports uniquement, mais enfin c'est plus ce qu'on dit parfois, parce que souvent on dit il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Il y a 19 études importantes qui ont été produites. Il y a 2 thèmes sur lesquels, pour parler de manière plus qualitative, je pense que ces travaux ont été éclairants et utiles sur le débat et même sur les choix publics. C'est justement la question du nucléaire, où il y a un rapport qui a été fait assez tôt sur la souveraineté énergétique passant par l'énergie nucléaire, et ce rapport a été d'ailleurs largement commenté. C'est pas le seul, mais il a fait partie du débat de manière importante. Et puis la question démographique, c'est pas non plus la seule étude, mais dans un moment où dans l'État, les ministères et dans le débat public, on parlait encore il y a 4 ans et demi assez peu des questions démographiques et de leur impact sur nos services publics, sur nos politiques publiques, sur les comptes publics. Le Haut-Commissariat au Plan a, je crois, contribué à remettre cela sur le radar collectif. Alors, les notes flash, pardon si je n'ai pas été explicite, j'aurais dû en parler dès le départ. Je ne vois aucune contradiction, au contraire. C'est des notes qu'on produit rapidement et qui peuvent donner lieu ensuite à un rapport plus long. Je ne voudrais pas qu'on soit, je caricature volontairement, cantonné à produire une étude tous les 18 mois qui n'ait aucun écho dans le débat public. Nous sommes
payés par le contribuable et organismes publics, donc on doit justifier aussi notre utilité au service de tous. Et éclairer des débats du moment, je pense à l'effort de défense, je pense au débat qu'il y a sur un service civique, national et autres, ça je pense qu'on est utile et que c'est ancré dans le temps long. Là où je ne vais pas refaire le rôle, et je ne serais d'ailleurs pas capable de le faire, d'un ministère, c'est que je ne vais pas répondre à la crise du moment, à l'actualité du jour, ni faire la proposition qui sera ensuite soumise au débat parlementaire ou à une réglementation. Nous, on éclaire le débat, mais éclairer le débat, ça ne veut pas forcément dire qu'on est déconnecté des préoccupations du moment. Éclairer le débat démographique, le débat écologique, la question nucléaire ou la question de la réindustrialisation, ou les questions d'effort de défense, comment le font nos voisins européens, comment on l'a fait dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire un effort de 3% du PIB ou 3,5% ou de 5% du PIB à 2035, c'est une décision qu'on prend maintenant, mais ça a des impacts de temps long. Donc ces notes, c'est des notes qu'on produit rapidement pour éclairer des décisions qui vont se prendre dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Si on arrive après tout ça, on n'est pas utile, et qui se veulent une contribution, un éclairage du débat public qui a des effets dans le temps long. Donc moi j'ai dit à mes équipes en arrivant, je veux que tout travail qui sorte de nos tuyaux, si je puis le dire ainsi, soit à la fois ancré dans le temps long et connecté au débat d'actualité. Et j'insiste sur le « et », sur cet en même temps, si vous me le permettez, parce que si on fait quelque chose qui est ancré dans le temps long, qui n'a aucune résonance dans le débat d'actualité, on est à côté de la plaque. Mais si on dit voilà la proposition pour faciliter la réalisation du budget 2026, ce n'est pas notre boulot, et c'est plutôt au ministère des Finances et ensuite au Parlement de le décider. En revanche, dire une stratégie de finances publiques à horizon 2030 ou 2035, ça c'est notre boulot. Avec d'autres experts, évidemment. Et d'ailleurs, nous avons été missionnés pour répondre à une autre question par Amélie de Montchalin et par Éric Lombard pour proposer des scénarios de finances publiques à horizon 2035, parce que ça, ce n'est pas le travail du quotidien du ministère du Budget ou de la direction du budget. Donc voilà, donc notre flash, ce n'est pas du tout l'idée de faire le buzz tous les jours, c'est l'idée d'éclairer rapidement des débats qui ont des impacts dans le temps long. Sur les débats du plan, sur des exercices que vous avez évoqués, ça j'assume finalement, là aussi un côté un peu vintage, de revenir à des exercices qui ont existé au plan. Je le disais, que la secrétaire générale de la CGT, que le président du MEDEF discute et que l'organisation discute dans une entreprise, dans une branche ou au sein du conclave, on ne va pas ajouter notre grain de sel là-dedans. En revanche, que l'on demande à des personnalités sur des questions de défense, sur des questions de modèle social opposés, d'avoir un temps de discussion de plusieurs heures sur l'horizon 2030, l'horizon 2035 et leurs propositions pour cet horizon, c'est ce qui a été fait depuis Jean Monnet. Je pense que ça, c'est utile. Et dans une période, pardon de le dire de manière un peu grandiloquente, mais où tout est polarisé et fragmenté, et assez vindicatif, avoir ces temps d'échange entre un certain nombre d'acteurs, des responsables locaux et des élus nationaux pour désamorcer un peu les questions de dépenses locales. Je pense que c'est notre travail. Ça ne sera pas le cœur du métier, je vous rassure, mais qu'on ait certains de ces exercices de débat, je pense que c'est utile. Sur les antennes, et d'ailleurs, pardon, je suis en train de recevoir individuellement l'ensemble des organisations représentatives, patronales et syndicales, et je crois pouvoir dire, je peux dire que toutes, pour l'instant, quand j'ai dit retrouvons-nous régulièrement pour discuter retraite, modèle social, financement du grand âge à l'horizon 2035, elles sont intéressées parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre lieu où ça peut se faire, à condition ensuite de faire des propositions dans le débat public. Sur les antennes, je l'ai indiqué, l'antenne de Pau sera prochainement clôturée et il n'y a pas de symétrie ou de remplacement d'un par l'autre, mais je pense qu'avoir une présence modeste d'une personne à Bruxelles, c'est utile. Y a-t-il une présence française renforcée ces dernières années, mais suffisante à Bruxelles pour vendre nos idées, notamment sur la souveraineté nationale, sur la souveraineté européenne, sur le renforcement du budget de défense européen, etc. Non. Est-ce qu'on peut y contribuer? Oui, un peu, dans un effort d'économie et en lien avec d'autres organisations. Il y a je vais même vous adresser un scoop, si je puis dire. Il y a un centre de réflexion au sein du Quai d'Orsay qui s'appelle le Centre d'analyse et de prospective, le CAPS, et j'ai proposé au directeur du CAPS que la personne que nous salarierons à Bruxelles soit un emploi conjoint pour ne pas avoir chaque petite boutique qui a chacun son petit ambassadeur, si je puis le dire ainsi, à Bruxelles. Mais en revanche, avoir, quand on fait de la planification, une connexion avec les institutions européennes pour vendre nos idées ou se saisir d'idées qui sont présentes dans le débat européen, je pense que c'est utile, à condition évidemment de ne pas avoir des frais de fonctionnement ou des frais de personnel démesurés. Voilà pour essayer de répondre à ces principales questions. Monsieur le sénateur, sur les sources d'économie, oui, j'y aspire. Alors, ce n'est pas pour me défausser, mais nous ne sommes pas décideurs publics. Nous sommes éclaireurs, si je puis dire, publics. Et donc, mais un secteur comme le spatial est un très bon exemple.
Est-ce que c'est le plan qui peut le faire lui tout seul? Vous m'avez déjà dit que je faisais preuve de beaucoup d'ambition, peut-être trop. Non, mais sur un secteur comme le spatial, que ce soit nous ou que ce soit 2 ou 3 ministères qui fassent le travail, peu importe, mais qu'on réfléchisse à ce qu'est une stratégie de lanceur européen plus intégrée que ce qu'on a vécu ces dernières années, avec des fragmentations croissantes entre la France, l'Italie et l'Allemagne. Ça, c'est une source d'économie. Quand on va répondre à la mission Lombard-Montchalin pour dire quelle est la stratégie ou les scénarios de finances publiques à l'horizon 2035, ce n'est pas nous qui déciderons, c'est le gouvernement ou les gouvernements successifs. Mais j'espère, et ce sera de toute façon un document public, que pour le Parlement et pour le gouvernement, ça pourra être utile et que ça pourra effectivement identifier des pistes d'économie. Quand nous allons dire que faire un effort de défense de tant de pourcents ou de tant de milliards, ça représente tel type de choix de finances publiques, j'espère que nous contribuons au débat public. Et ensuite, c'est évidemment le gouvernement et le Parlement qui disposent. Donc nous sommes cet éclaireur, pas ce décideur. Ça a toujours été l'ADN du plan. Et pour revenir à ce qu'ont dit plusieurs intervenants, oui, je crois qu'on peut le faire avec en fait assez peu d'effectifs, à condition d'être sur cette plateforme. Et je rappelle que du temps de Jean Monnet, je crois que pendant le premier plan, il y avait moins de 20 ETP au plan. Alors j'aspire pas à ce qu'on soit aussi peu nombreux, je rassure mes équipes, mais en revanche, on peut faire beaucoup de choses avec des effectifs qui sont relativement modestes, d'abord parce que ce sont des effectifs de grande qualité, mais aussi parce que si on est justement cet agrégateur, on peut être le lieu où se retrouvent des compétences et expertises sans doublonner. Sur la question du nucléaire ou de la planification, alors je ne prétends pas que si le plan a fait une étude de plus ou une étude de moins, on aurait tout changé sur la démographie médicale, sur la stratégie énergétique. On peut néanmoins, je crois, mettre un peu de cohérence et de stabilité. Je vais lier 2 questions, juste pour prendre un exemple concret récent. J'étais devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale il y a quelques jours pour présenter un rapport sur la réindustrialisation. Nous avons fait une étude très utile, je crois, qui dit que si on veut ne serait-ce que passer de 10% du PIB consacré à l'industrie à 12%, ce qui est une marge qui paraît quand même modeste, d'ici 2030 ou 2035, il faut, pour faire débat sur le ZAN, beaucoup de foncier disponible, il faut beaucoup de production d'électricité disponible, il faut des compétences d'ingénieurs et de techniciens que nous n'avons pas. Et donc si on veut poursuivre les stratégies d'industrie, il faut en faire découler toute une série d'autres politiques publiques qui s'adaptent, parce que sinon c'est de la posture. Et ce qu'on voit notamment sur le plan énergétique, pour prendre un exemple très concret, c'est qu'il faudra bien sûr relancer la filière nucléaire, mais il faudra aussi beaucoup d'énergie renouvelable, notamment avant 2035, parce que comme on le sait, nouveaux réacteurs ne seront pas disponibles, quoi qu'il arrive, avant 2035. Et donc on peut éclairer, après ce sont des choix politiques, si on veut du renouvelable ou pas, plus ou moins, du nucléaire ou pas, plus ou moins, ce n'est pas nous qui le décidons. Mais on peut dire qu'il y a des cohérences internes à respecter. Si on veut réindustrialiser le pays avec de l'électricité décarbonée, c'est les 2, nucléaire et énergie renouvelable. Sinon, on raconte des histoires. Sinon, on abandonne l'ambition de réindustrialisation ou on abandonne une transition énergétique. Voilà. Et donc, nous, on peut éclairer ce genre de débat et montrer les cohérences ou les incohérences des débats publics. Sur les questions que vous posiez, monsieur le sénateur Weber, sur les infrastructures, alors, sans rentrer dans les débats projet par projet, ce que je disais tout à l'heure en réponse à madame la rapporteure, je ne suis pas sûr je pense que c'est 2 problèmes distincts, de savoir si on est capable de réaliser dans des bonnes conditions et dans des délais relativement rapides ces grands projets, et puis la vision d'ensemble sur notre cartographie des infrastructures. Je pense qu'elle est nécessaire, cette cartographie. Ça ne facilitera pas en soi la rapidité de réalisation des projets, ou ça ne diminuera pas forcément les oppositions. Là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, quand vous avez un peu une vision d'ensemble, et que si on avait, au lieu d'avoir de temps en temps une loi d'orientation des mobilités, et un travail du COI sur l'infrastructure de transport, un travail différent sur la PPE, etc. On avait de temps en temps, sans être dans le Gosplan, mais une carte de France unifiée des grandes infrastructures et qu'on la présentait au Parlement ou à d'autres instances, le CESE ou d'autres, je ne sais, peut-être ça faciliterait un peu la vision d'ensemble et peut-être en partie l'acceptabilité. Ma conviction, c'est que sur l'acceptabilité, c'est un peu un autre débat et d'autres outils qu'il faut mobiliser. C'est ce que je disais. Moi, je ne crois pas du tout qu'il faille écraser les procédures environnementales et d'urbanisme ou autres. Je n'y crois pas, ce n'est pas ma conviction et je pense même que ce n'est pas praticable. En revanche, pour prendre l'exemple que vous citiez sur une célèbre autoroute ou sur d'autres projets d'infrastructure, une des raisons qui font qu'un projet n'est plus acceptable, c'est un peu l'œuf et la poule, c'est qu'on a justement pris beaucoup de temps, notamment avec les recours. Moi, j'ai été souvent confronté à des associations de bonne foi qui me disaient, même si je ne partageais pas leur avis, votre projet d'A69 ou de je ne sais pas quelle route, peut-être il était pertinent il y a 25 ans, mais il ne l'est plus aujourd'hui.
Ah oui, mais pourquoi on ne l'a pas fait il y a 25 ans? Parce qu'on a mis parfois, pas 25 ans, mais 10 ans à travailler les études, et puis 10 ans à discuter, et puis 5 ans à faire des recours. Je caricature volontairement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien entre la rapidité d'exécution et l'acceptabilité. C'est le meilleur moyen de ne pas faire un projet qui, quand il sort de terre, est décalé par rapport aux objectifs poursuivis. Donc je ne dis pas qu'il faut tout écraser, mais je suis convaincu, et encore une fois, il y a peut-être une naïveté enthousiaste chez moi là-dessus, mais j'y crois, qu'on peut faire tout aussi concerté, plus rapide et plus sécurisé juridiquement. Et après, j'allais dire, pour finir sur ce point, c'est un peu une discipline collective. Je ne vais pas nous assigner une place trop importante. Il faut qu'on soit capable dans le discours politique, et je te dis, je me considère encore comme un responsable public et politique, il faut qu'on ait tous ce discours. Il n'y a pas de projet sans inconvénient. Et donc, celles et ceux qui disent dans le débat national ou local, on cherche la pierre philosophale de l'infrastructure qui n'a pas d'inconvénients, y compris en termes environnementaux, climatiques ou de biodiversité, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de la chercher. Après, c'est un bilan socio-économique. C'est les Français qui ont inventé les bilans socio-économiques. Il faut sans doute rajouter de l'écologie dans les bilans socio-économiques. Mais il faut avoir le courage de dire, quoi qu'on pense de tel ou tel projet, que c'est ensuite un choix entre des avantages et des inconvénients, et qu'il y a toujours des avantages et toujours des inconvénients. C'est une question de curseur. Voilà. Et après, chacun a un avis sur la 69, le Lyon-Turin, la LGV Bordeaux-Toulouse, etc. etc. Et je crois d'ailleurs à la fin que c'est normal qu'il y ait un choix politique. La raison pour laquelle, je ne veux pas rouvrir ce débat longuement, mais j'ai soutenu comme ministre des Transports la 69, la raison, c'est parce que les élus étaient, pas tous, jamais tous, mais très majoritairement et de manière répétée, favorables au projet. Et donc j'ai estimé que là, il y avait une éthique politique et démocratique à respecter la volonté locale. Madame le rapporteur. Oui, merci, monsieur le commissaire. Est-ce qu'avant de vous saisir d'un sujet, vous vérifiez qu'il n'y a pas une instance de l'État qui est mieux outillée que vous pour le faire? Juste, je rebondis sur la question des prévisions je sais pas, tout ça va dire, de croissance d'économie, de budget à horizon. Enfin, 2035, je veux bien que les agents de chez vous soient hautement compétents, mais il y a un moment où il y a besoin de faire de la simulation, il y a besoin de disposer de modèles, il y a besoin de disposer de données. Aujourd'hui, on a un Haut Conseil aux finances publiques qui est une instance indépendante. Qu'est-ce qui empêche de lui confier cette mission? Et surtout, qu'est-ce qui fait que vous allez être meilleur qu'elle pour remplir la mission? Et je pense que sur un tas d'autres sujets que vous avez évoqués, parce que nous, on est quand même là pour essayer de rationaliser et essayer que les citoyens aient le sentiment que l'État a une voix unique, qu'il n'y a pas plusieurs endroits où on fait la même chose, parce que c'est ça qui crée quand même le sentiment de méfiance vis-à-vis de nos citoyens sur l'État en général et qui entraîne les votes contestataires. Enfin, en tout cas, c'est ma conception. Et j'avoue que autant je pouvais partager votre vision et le besoin de recréer une instance de planification et qui porte une vision globale, autant dès qu'on rentre sur les sujets particuliers, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, on vient faire en doublon, ou en tout cas, il y a une structure à côté dont c'est le cœur de métier, qui se trouve préemptée dans ses missions, dans ce qu'elle pourrait faire, par le futur que vous appelez du commissariat fusionné. On va laisser peut-être Hervé Reynaud qui souhaitait poser une question, puis comme ça permettra de faire une réponse. D'autant plus, c'est un petit peu dans la même veine que vient de dire Madame la rapporteure. C'est vrai que je trouve qu'on est dans une période un peu paradoxale. On manque d'anticipation, globalement, de prévisibilité, peut-être de planification, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, notre collègue Weber. Et pour autant, lorsqu'on parle d'agence, d'organisme d'État, le Haut Commissariat au Plan est immédiatement dans le collimateur. Il faut quand même se dire les choses. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que ces travaux de planification, justement, comme vient de le dire Madame la rapporteure, sont largement partagés par d'autres administrations? Et donc forcément, quelle est la pertinence de la démarche d'un Haut Commissariat au Plan avec d'autres organismes susceptibles, eux aussi, de produire un certain nombre de rapports? Et puis, un certain nombre de nos collègues sénateurs ou députés ont émis un certain nombre de doutes sur le bilan de votre prédécesseur et sur l'impact des avis du Haut Commissariat au Plan, finalement, dans le débat public. Donc, quels sont les arguments que vous pouvez porter ou les perspectives que vous pouvez donner pour justement aller à l'encontre de ces critiques? Notre collègue Cédric Vial, tout à l'heure, l'a dit, j'ai senti un petit sourire dans sa voix. C'est vrai qu'une antenne à Pau, on l'a vu, c'était plutôt pour des convenances personnelles. Une antenne à Bruxelles paraît quand même plus adaptée.
C'est le genre de choses aussi qui décrédibilise d'une certaine façon aussi la démarche, me semble-t-il. Donc peut-être vous entendre justement pour donner peut-être force et vigueur au commercial et au plan. Et on va finir magnifiquement avec Christian Billac. Merci, Président. Monsieur le Commissaire, je suis pour ma part un supporter inconditionnel du plan. Vous l'avez souligné dans vos propos, Jean Monnet. Et pour parler de ma région, avec le plan à la Dassar, ça a été l'aménagement touristique du Languedoc, avec la mission conduite par Pierre Racine. Mais le plan avait Jean Le Canuet déjà et commençait à ne pas être fringant. Et quelques semaines avant votre naissance, monsieur le commissaire, il a été froidement exécuté avec cynisme par le président de la République d'alors, François Mitterrand, enfermant le cadavre du plan et son gardien, Michel Rocard, dans un placard fermé à double tour. Et depuis, on en est là. On en est là. Quand on voit le déploiement de la fibre, ne me dites pas qu'il y a une planification. On a nationalisé les pertes et on a privatisé les profits, avec un système aujourd'hui de partage entre les collectivités locales et les opérateurs qui va coûter une fortune demain aux collectivités locales. Vous avez cité plusieurs exemples d'infrastructures routières. Vous auriez pu rajouter la LGV Montpellier, frontière espagnole. Il y a 30 ans qu'on fait des réunions, hein. Mais il n'y a toujours pas un mètre de rail qui est posé. Moi, je crois qu'on aura un débat demain, je crois, après-demain, sur le ferroutage aussi. Bon, on pourrait faire un rapport. C'est bien les rapports. Mais moi, je vais être cash. Est-ce que vous n'allez pas devenir une succursale ou un concurrent du CESE? Parce que des rapports du CESE, moi, il me faut demander au service du Sénat un renforcement des étagères. Tellement ils arrivent en nombre, sur tous les sujets. Alors, et un dernier mot, la représentation à Bruxelles. Pardonnez-moi, monsieur le commissaire. Je croyais naïvement, mais c'est vrai que l'actualité ministérielle est difficile à suivre, qu'on avait un ministre des Affaires européennes. Mais quelque chose a dû m'échapper, là. Voilà. Et là, les Français s'interrogent, quoi. Ils disent, mais est-ce que le représentant de la France à Bruxelles, c'est pas le ministre des Affaires européennes? Voilà. C'est du cash. Merci pour cette question conclusive, si j'ai bien compris, Monsieur le Président. Pour répondre à Madame la rapporteure, un grand oui. Moi, d'abord, dans le fonctionnement effectif de la structure, je ne veux qu'on saisisse aucun sujet s'il est traité ailleurs. Je ne vais pas pouvoir garantir à 100%, parce que je suis par ailleurs sous serment, que je vais explorer chaque recoin de chaque couloir de chaque ministère. Mais je vous prends des exemples très concrets. J'ai évidemment un tropisme, vous m'en excuserez, pour les questions d'infrastructure et de transport. Il y a une conférence de financement des mobilités. C'est aussi l'avantage d'être un organisme du gouvernement, respectueux des formes et des exercices. C'est le ministre des Transports et je crois le Premier ministre qui vont ouvrir la conférence de financement des mobilités. Il y a un atelier numéro 2 qui est consacré aux concessions autoroutières. Cet exercice se termine en juillet. De deux choses l'une, soit tout a été fait, tout a été dit, et moi j'ai plein d'autres choses utiles, je crois, que je peux faire, et on ne fera pas notre travail sur les concessions autoroutières, soit sur ce socle ART, conférence du financement, il y a des choses à faire utiles en plus, et on poursuivra ce travail. L'exercice de finances publiques que vous évoquez, c'est intéressant parce que nous sommes un éclaireur, mais nous sommes aussi, je l'assume comme ça, un prestataire public. C'est-à-dire que là, c'est une commande qui a été faite par justement les ministres de l'économie et des comptes publics. Avec leurs services, on va travailler évidemment. Mais c'est Éric Lombard et Amine Monchalin qui ont dit, juste avant que j'arrive, donc ce n'est pas lié à ma personne, on va faire le budget 2026, on va construire un budget où les tendances sur plusieurs années, mais on a besoin que vous nous éclairiez, parce que nous, on est un peu occupés à faire un budget annuel, sur les grandes tendances de finances publiques. Ils ont même été, je crois, audacieux et utilement audacieux, en disant que ce serait bien que ce travail soit conjoint avec la Cour des comptes. Il y a une question statutaire, donc le Premier président de la Cour des comptes décidera dans son autonomie constitutionnelle comment on peut et doit travailler ensemble. Je suis à disposition. Je veux dire, si Bercy ne me demandait pas ce travail, qui disait on dégage des ressources internes pour le faire nous-mêmes, très bien, et je ne suis pas encore une fois demandeur, on agit là où c'est utile. Mais quand c'est du temps long et quand il y a de la compétence interdisciplinaire et
de comparaison européenne notamment, je pense qu'on est utile. Et j'ajoute, pour être tout à fait complet et précis, qu'il n'y a aucun rapport qui sorte chez nous qui n'est pas fait avec les administrations concernées. Donc il est évident qu'on ne va pas, dans notre coin, faire un travail sur la stratégie de finances publiques 2035 sans travailler quotidiennement avec la direction du budget ou la direction du Trésor notamment. C'est l'avantage aussi, pour revenir à la remarque du sénateur Vial, d'être au sein de l'État, avec un degré d'autonomie et d'indépendance. Donc on est un animal un peu hybride, si vous me permettez de le dire ainsi, mais au service des politiques publiques. Voilà, donc s'il y a un travail qui est fait ailleurs, mieux, on ne fait pas. S'il y a un travail qui est fait tout court, on ne fait pas. Est-ce qu'au sein de l'État, vu de Sirius, pris globalement, il y a assez de travaux et assez d'effectifs, de planification, réflexion de temps long? Je dirais aujourd'hui qu'il n'y en a plutôt pas assez que trop. Et comme l'a dit le sénateur Hay, en ayant ces quelques effectifs, parce que, encore une fois, j'ai donné les ordres de grandeur, on parle de 75-80 personnes, et si on mettait bout à bout, j'ai jamais fait le calcul, je ne sais pas s'il est faisable, tous les gens qui font du temps long et de la planification dans l'État, on doit sans doute à 200 ou 300 personnes maximum sur les 5 millions d'agents publics au total. Donc je pense que si cette mission est bien faite, elle est source d'économie et d'efficacité. Et d'ailleurs, si dans un contexte autrement plus difficile, en 1946, la dernière décision du général de Gaulle a été de créer un commissariat général au plan alors qu'il y avait quelques autres urgences, je pense que c'est qu'il a considéré que cette boîte à idées et cette plateforme étaient utiles à nous, à moi, aujourd'hui, de prouver que c'est le cas. Je dirais très humblement devant le Sénat et devant votre commission, juger sur pièce. Je suis prêt à revenir évidemment régulièrement. J'ai écrit au président du Sénat pour dire, comme à la présidente de l'Assemblée, pour dire chacun de nos travaux est évidemment public, comme je l'indiquais, c'est la loi, mais est présentable à disposition et autant que nécessaire aux assemblées et aux commissions des assemblées. On est souvent sollicité, pas seulement dans ce cadre-là, mais en commission d'enquête ou en commission thématique, pour nourrir des travaux parlementaires. Donc ça veut dire là aussi qu'il y a des gens de différentes sensibilités qui considèrent qu'on peut éclairer et être utile. Mais on est encore une fois un acteur complémentaire et prestataire. Ça, c'est clair. Et petit, hein, pardon de cette modestie, mais on est petit. Et je revendique qu'on reste petit. C'est comme ça qu'on est économe et efficace. Sur les autres remarques européennes notamment, monsieur le sénateur. Alors merci d'abord d'être, j'ai compris qu'il y avait une nuance, mais un supporter inconditionnel du plan. C'est important. On a besoin d'encouragement, même si j'ai noté l'astérisque, la note de bas de page. Donc là aussi, je ne peux répondre qu'en vous disant, vous croirez ce que vous verrez. Et je réponds ainsi à votre remarque, monsieur le sénateur. Je ne vais pas me lancer, pas seulement pour des raisons amicales ou de relations hiérarchiques, mais dans un inventaire de ce qu'a fait l'ancien commissaire au plan ou les prédécesseurs à France Stratégie, parce que ça serait un jugement qui n'apporterait, je crois, pas grand-chose et qui serait subjectif. Moi, je crois qu'il y a des choses utiles. Si vous voulez avoir un point de vue plus positif ou plus négatif, c'est votre liberté. Mais je dis simplement, je jouais là aussi sur pièce. Et pas ici, mais beaucoup de gens qui ont critiqué le manque de production n'ont, à mon avis, pas regardé l'intégralité des 19 rapports dont j'assume que plusieurs ont eu un impact important. Après, c'est toujours difficile, quand vous faites de la prospective et des études, de mesurer l'impact exact que vous avez dans le débat public. C'est vrai de tout temps pour toutes les structures d'études et de prospective. Mais je regarde devant. Ce qui me semble utile, c'est effectivement d'avoir notamment, je l'assume, monsieur le sénateur, une représentation modeste, très modeste à Bruxelles. J'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai adoré cette fonction, je ne le suis plus, je ne me suis pas trompé de casquette, mais il y a... le ministre des Affaires européennes n'est pas résident à Bruxelles, il y va régulièrement, et la personne qui sera détachée pour être implantée à Bruxelles sera au service, si je puis dire, de l'équipe de France, de la représentation permanente à Bruxelles, du secrétaire général des Affaires européennes, du ministre des Affaires européennes, à qui j'en ai évidemment parlé, du centre d'analyse et de prospective qui est sous l'autorité du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est justement pour ça que j'ai moi-même proposé que cette personne soit un outil supplémentaire au service du Quai d'Orsay, notamment, et de l'ensemble du gouvernement et des instances parlementaires. Voilà. Et encore une fois, moi, la question pragmatique que je me pose, c'est est-ce qu'il y a assez de Français à Bruxelles pour faire ce que j'appelle l'import-export d'idées? Non. Beaucoup moins que les Allemands. Beaucoup moins que les Allemands. Si j'additionne, les Allemands se posent... D'ailleurs, pardon, nous on est très cartésiens, donc on se pose ce genre de questions. Les Allemands, ils ne font jamais la somme de qui représente le Bade-Württemberg, la Bavière, Nord-Rhine-Westphalen, ou le Land de Berlin, ou le gouvernement fédéral. Ils ont un sens de l'équipe quand ce sont des enjeux très importants, notamment sur les normes industrielles massifs.
que nous n'avons pas en France, et nous sommes donc insuffisamment nombreux et insuffisamment coordonnés. Donc si moi je pouvais mettre 10 personnes à Bruxelles, honnêtement je le ferais. Je ne peux pas, et vous m'en voudriez, vous auriez raison, donc j'en mets une. Mais je la mets au service de l'équipe française. Une dernière intervention pour la fin. Pour la fin et pour clôturer, monsieur le commissaire, merci pour vos explications et vos projections sur l'avenir du plan. Peut-être juste vous dire que ce qui serait intéressant, c'est que vous consolidiez le coût complet de fonctionnement de votre structure, quelque chose qu'on ne fait pas à l'échelle de l'État, puisque la secrétaire générale du gouvernement nous a dit que jamais personne n'avait compté le coût administratif de fonctionnement des structures qui n'ont pas une ligne budgétaire. J'ai entendu que vous êtes peu nombreux, mais que vous vous appuyez beaucoup sur les ministères avec lesquels vous travaillez. Donc, ce qui serait intéressant, c'est à la fin, quand vous faites un rapport, de chiffrer le nombre d'heures fonctionnaires nécessaires à la rédaction du rapport, au-delà des agents du Haut-Commissariat, pour qu'on ait une idée de ce qu'en fait coûte la structure de planification et de prospective, dont on n'a, je ne pense pas, remis en cause l'utilité, mais dont on essaie qu'elle soit la plus efficiente possible dans la sphère publique. Bon, on vous laisse quelques semaines pour nous rendre le document, il n'y a pas de problème. Je ne pas qu'on y passe trop de temps, parce que vous nous direz qu'ensuite, nous sommes occupés par des missions peu utiles. Mais le pari est accepté, Madame la rapporteure. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de le faire sur un exercice, peut-être pas systématiquement. Mais j'insiste vraiment sur le fait, pas seulement parce qu'il date de 46, mais que ce modèle prestataire, plateforme Carrefour, on l'appelle comme on veut à la fin, est un modèle assez économe et assez efficace. Et si j'avais une conviction à partager, et après j'ai fait d'autres choses, et je ferai peut-être d'autres choses dans ma vie. Moi, je suis un engagé du service public. Je considère, et ça me rend malheureux d'ailleurs, comme vous, Madame la rapporteure et Monsieur le Président, que dans l'État, on manque de ce sens du temps long. Si on peut y contribuer, on n'est pas tout seul. Si ça se fait ailleurs, ça se fait ailleurs. Mais force est de constater que le problème, c'est plutôt qu'il n'y en a pas assez que trop. Et donc, on va essayer de le faire utilement. Très bien, écoutez, merci pour ce temps que vous avez accordé à nos travaux, à notre commission d'enquête cet après-midi avec les autres membres de la commission. Merci beaucoup pour cet apport et puis écoutez, au plaisir.